Résumons un peu. Donc, Première Guerre mondiale, les années folles des années 20, les années de dépression, la naissance de partis de modérés à extrêmes, l'Union nationale de Maurice Duplessis. Là, dans ce dossier-là, ce dernier dossier du chapitre 2, ben, on va voir la Deuxième Guerre mondiale, ses effets sur le Canada et le Québec. On va voir comment le gouvernement fédéral fait ça, l'effort de guerre, deuxième effort de guerre, la fin de la guerre, puis le gouvernement de Godbout. Alors, allons-y tout de suite avec, en fait, le climat politique de ces années-là. Alors, pourquoi la guerre hein, politique et économique européen, hein, pas juste au Québec, là, en fait, pas au Québec. Euh, les causes sont politiques et économiques. Donc, au niveau économique, le pourquoi, c'est qu'on veut sortir de la Grande Dépression. Ça, c'est très fort. On fait 10 ans qu'on est en dépression économique et il y a une industrie de guerre qui va peut-être relancer l'économie. Au départ, on ne pense pas nécessairement comme ça, mais je veux dire, c'est une des causes au niveau économique. Et ensuite, au niveau politique, ben, au niveau politique, on a les partis dont on a parlé dans le dernier cours, donc des partis fascistes en Europe qui remettent en question l'ordre établi, surtout la démocratie. Donc, dû à la crise économique, ben, ces partis-là prennent beaucoup d'ampleur. On a un premier, hein, le précurseur, c'est en Italie avec Mussolini, Benito Mussolini, qu'on appelle Il Duce. Lui se prend pour un César, littéralement. Donc, c'est comme des petits soldats. Hein. C'est quand même assez spécial, ces dictateurs-là. Donc, c'est ça, les gens ont besoin d'un homme fort et puis ils voient en Mussolini la capacité de redresser l'Italie. Finalement, ça ne mènera pas à grand-chose. Ensuite, on a l'Allemagne nazie, Hitler qui s'est inspiré de Mussolini pour créer ce nazisme-là. Hein? Et lui, il dit que le problème, ben, ce sont les Juifs. C'est tout de leur faute. C'est eux le problème général. Alors, on connaît la suite, là. On va l'expliquer un petit peu aussi. Ensuite, on a l'Espagne aussi qui va rentrer un peu dans le jeu du fascisme avec le franquisme, avec Franco, qui lui aussi va faire la même chose dans son pays. Alors, il y en a d'autres là, en Europe. Ce n'est pas les seuls pays, mais il y a une mode de ça. Les gens embarquent là-dedans, ça canalise leur frustration. Et là, il y a donc deux camps qui vont se faire dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y a évidemment d'un côté l'Allemagne, l'Italie, et pourquoi elle est mondiale cette guerre-là? Parce que ça va jusqu'au Japon avec l'empereur Hirohito. Le Japon aussi a des visées impérialistes et des visées dictatoriales aussi de vouloir conquérir des territoires. Donc on a l'Axe, qui se trouve être ces trois pays-là, contre un autre bloc. Hein, c'est un peu comme la Première Guerre, il y avait des alliances, mais là c'est la même chose. L'Axe et les Alliés. Les Alliés, c'est la France, les Royaumes-Unis, les États-Unis. À partir de 1941, par contre, et l'URSS aussi, à partir de 1941. Nous, on est là-dedans aussi, là, mais principalement, ce sont les pays, les deux grandes équipes qui s'affrontent. Je fais un petit zoom sur le nazisme. Le nazisme considère que c'est le juif qui est le problème et qu'en éliminant ces juifs-là, ben, on va régler tous les problèmes socio-économiques de la Terre. Là. Je veux dire, ça allait très très loin. Alors, c'est une vieille frustration envers les Juifs qui date du Moyen Âge. On appelle ça de l'antisémitisme. Sémite veut dire juif. Et donc, c'est une vieille haine. Au Moyen Âge, on faisait des pogroms, c'est-à-dire qu'on allait battre des Juifs, tuer des Juifs dans certains quartiers. On considérait que, ben, d'abord, c'est pas des catholiques, donc c'est les premiers qui représentent un peu le démon, si on veut. Hein? Donc, et en plus, ben, souvent, les Juifs faisaient du prêt sur gage, donc, c'est-à-dire prêter de l'argent, puis avec intérêt. Donc, là, on en a fait des ennemis épouvantables. Cette vieille pensée-là revient, là, cette espèce de haine-là qui ressurgit. Et Hitler, il va l'utiliser, cette frustration-là, à son avantage pour canaliser les frustrations des Allemands. Frustration qu'il faut comprendre quand même, dans le sens où en 1919, il y a eu le traité de Versailles qui a complètement là, empêché l'Allemagne de s'émanciper.
c'était peut-être pas mieux non plus. Remarquez bien. Le parti nazi, donc, va prendre le pouvoir de force, on s'entend. Et il ne s'appelle pas le parti nazi, il s'appelle le Parti national socialiste. Ça n'a rien à voir avec du socialisme, mais c'est comme ça qu'on est capable d'arriver au pouvoir. Alors Hitler, c'est un rebelle qui a fait la Première Guerre mondiale. Il va se faire emprisonner. Et il va se faire emprisonner dans les années 20 là, parce qu'il a essayé de crinquer des gens. En fait, c'est pas compliqué. C'est un ancien soldat frustré qui, donc au retour de la Première Guerre mondiale, essaie de trouver un sens à sa vie, finalement découvre qu'il a un talent d'orateur pour craquer des foules et il devient un chef qui craque les foules anti-juif et tout ça pour sortir l'Allemagne de la dépression, parce que l'Allemagne a été frappée très durement par la dépression. Donc, c'est ça. Et là, il va se faire emprisonner parce qu'il a fait un premier coup d'État dans les années 20. Ensuite, il écrit en prison un livre qui s'appelle Mein Kampf, Mon combat, dans lequel il dit que la race allemande est supérieure. C'est quelque chose qui est complètement farfelu, là, mais bon, il écrit sa légende, si on veut. Et puis, à sa sortie de prison, il va prendre le pouvoir et il va entamer ce qu'on appelle l'Holocauste, c'est-à-dire le génocide des Juifs. Donc, c'est une action que Hitler va faire, l'Holocauste, c'est-à-dire envoyer les Juifs dans les camps et de concentration, les faire disparaître et aller vraiment faire des choses épouvantables. Pas seulement que les Juifs, on élimine tous les gens qui sont pas pareils, tous les gens qui, comme les tziganes, les homosexuels, les handicapés, les intellectuels, hein, tous les gens qui pouvaient remettre en question ou qui ne cadraient pas dans son idéal à lui. Donc, en 1933, on commence comme ça. On tue des gens à bout portant. C'est difficile pour les soldats, c'est pas assez rapide. Donc, on pense à faire des camps d'extermination. On les met en place en 1941. Et en 1944, on va découvrir ce drame-là quand on va ouvrir les camps, quand les Russes puis les Américains vont ouvrir ces camps-là, aller dans ces camps-là, on va découvrir l'horreur absolue. Donc voilà pour cette partie. Tout comme la Première Guerre mondiale, le gouvernement fédéral entre dans une période de guerre, puisque la guerre s'est déclarée en 1939. Donc, c'est pas du tout la même chose qu'à la Première Guerre, là, mais je veux dire, dès 1939, le fédéral dit, bon, on rentre en guerre à nouveau, donc on fait des lois sur les mesures de guerre. Donc, on a un effort, tout comme à la Première Guerre mondiale, un effort de rationnement, c'est-à-dire, les gens, faites attention à tout. Donc, économiser l'essence, économiser le caoutchouc, économiser le nylon, le métal. Il va y avoir du recyclage qui va se faire surtout pour construire, évidemment, du matériel de guerre. On va réviser aussi les politiques d'immigration, comme on a fait à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on réduit l'entrée, on bloque les Allemands, on met on met en place des camps de travail pour les immigrés allemands, des gens qui sont louches, qui sont déjà ici, on les place à part. Donc, on est là, on est dans cet effort de guerre-là. L'effort de guerre est entamé, donc la production va se faire comment? On va regarder ça plus en détail. Production de guerre, je vais vous montrer vos notes. Donc, production de guerre, c'est quoi? C'est l'augmentation de la production de tout ce qui peut être utile à la guerre, augmentation des exportations, des chars d'assaut, des navires, des avions, des munitions, des denrées alimentaires. Au niveau des forces militaires en présence, alors le gouvernement fédéral, premièrement, il avait promis à la population de ne pas recourir à la conscription comme à la Première Guerre mondiale, où ça avait éclaté en émeute, où il y a des gens qui se sont blessés, mutilés et tout. Alors, promet à la population de ne pas recourir à ça. Il se rend compte rapidement qu'il manque de soldats et qu'il n'y aura pas le choix de faire la conscription. Alors, il va demander à la population de revenir sur sa décision. Donc, en 1942, on va faire un vote, un vote populaire, dans le sens où le gouvernement questionne la population à savoir est-ce que vous voulez que je revienne sur ma promesse et que j'impose finalement la conscription, étant donné qu'on est dans le trouble. Ce n'est pas la question qu'il a posée nécessairement, mais c'est ça l'objectif. On appelle ça un référendum, quand on fait un vote populaire comme ça, à la grandeur du Canada. Et en 1942, on appelle ça, c'est un synonyme de référendum, le plébiscite. Fait que c'est pas compliqué. Plébiscite, ça veut dire la même chose que référendum, puis ça veut dire la même chose que vote de la population. OK? 1942. Alors, c'est ça. On demande de revenir sur sa promesse. Ça va encore rediviser le Canada
entre les Anglais et les Français. Majoritairement, les Anglais disent oui. Et les Français disent non, c'est pas notre guerre. Donc, encore une fois, cette opposition nationaliste et impérialiste, on pourrait dire, qui a évolué, on s'entend, là, mais ça reste encore dans les mœurs. Là. Donc, au niveau du résultat, donc les Canadiens anglais vont dire, ils sont plus nombreux, hein? Donc le oui va gagner. Et là, ben, en 1944, le gouvernement, ben, il va pouvoir imposer la conscription. Il l'impose 1 an avant la fin de la guerre. De toute façon, souvent, c'est les derniers mois qui sont les plus meurtriers. Alors, c'est ça. Ça va diviser le Canada beaucoup. Encore une fois, il y a des gens qui vont se cacher. Encore une fois, il y a des gens qui vont se mutiler. Mais ça fait partie, malheureusement, de la réalité. Au niveau des femmes maintenant, comme à la Première Guerre mondiale, il y a des femmes qui vont s'enrôler, non pas seulement comme infirmières, mais comme infirmières, oui, mécaniciennes, secrétaires, cuisinières, etc. On en a vu en aviation, dans la réserve, dans la marine, dans les usines. On a 265 000 femmes qui vont travailler dans les usines. Alors, l'effort de guerre, au niveau des femmes, 44 000 femmes, c'est quelque chose. Qui vont. On dit 44 000, ça c'est plus infirmières, mécaniciennes, secrétaires et tout. Mais, tu sais, c'est plusieurs centaines de milliers de femmes qui vont participer. Et, en fait, au niveau des ressources financières du gouvernement, c'est une augmentation des dépenses gouvernementales. Ça restarte l'économie. Hein? Ça, c'est peut-être le seul côté positif, c'est qu'on sort de la Grande Dépression automatiquement. On va se mettre à emprunter à des banques étrangères aussi à partir de cette époque-là. Alors, c'est là qu'on commence à augmenter une dette. Là. Donc, étant donné qu'on est un peu endetté et tout ça, on a besoin de l'aide des gens et on va refaire une deuxième version des obligations de la victoire, comme j'expliquais à la Première Guerre mondiale. Donc, donner de la liquidité au gouvernement. Et le gouvernement dit, donnez-moi de l'argent, moi je vais vous la redonner sous forme de votre argent avec l'intérêt. La guerre va marquer le monde entier, la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est surtout la fin de la guerre qui est très, très meurtrière. Donc, quand on parle de la fin de la guerre, on parle de 1943 à 1944. Là. Bon, jusqu'à 1945, mais les années 43-44 vont marquer beaucoup le monde. Là. Donc, on va faire un zoom là-dessus. Donc, en août 1943, on a la première conférence à Québec, donc il y a des grands là, qui viennent à Québec, donc président des États-Unis, Royaume-Uni aussi, hein, Churchill, Roosevelt ici. Donc eux autres, ce qu'ils veulent faire à Québec, donc on s'en vient dans la ville de Québec, littéralement, on a des photos là-dessus, c'est de préparer le débarquement en Normandie, hein, ce débarquement ultime-là. On avait essayé un débarquement qui avait été désolant à Dieppe, et en 1942, si je ne me trompe pas. Et bon, ça avait été l'enlisement total. Les chars d'assaut, les Lails avaient débarqué. Il y a eu plusieurs morts, donc on se dit que ça ne marche pas, mais on pense qu'il faut faire un gigantesque débarquement là, pour... Donc, on commence à préparer ça à partir de août 1943. En 1944, et là, c'est une date extrêmement importante, 6 juin 1944, mais c'est comme le début de la fin. Hein? Donc, c'est le débarquement de Normandie, ce débarquement-là qui a été préparé plusieurs mois à l'avance. On repousse les Allemands vers Berlin à partir de ce moment-là. Et puis, c'est un point tournant. Là. La majorité des Allemands étaient dans la campagne d'Italie, donc on a profité au nord du fait qu'ils soient moins armés, aussi du fait que Hitler commençait à devenir mélangé, un peu fou, donc ses pions, il les gérait mal. En septembre 1944, on a une deuxième conférence à Québec. Donc, encore une fois, président des États-Unis, président du Royaume-Uni, premier ministre du Canada. Et donc, cette conférence-là, comme quoi la Ville de Québec a été historiquement importante. Alors, c'est de dire qu'est-ce qui va se passer après la victoire. On sent que la victoire est proche. Alors, en 1945, c'est la capitulation allemande. Ça veut dire que les Allemands se rendent. Bon, ça, c'est une chose. Et aussi, on a en 1945 là, les 2 bombes nucléaires sur le Japon parce qu'il y avait une guerre sur le front allemand, mais il y avait aussi une guerre dans le Pacifique, là, où les États-Unis étaient là. L'objectif en histoire, c'est pas de voir, en histoire secondaire 4, c'est pas de voir en détail la Deuxième Guerre mondiale ni la Première, mais
mais de voir ce que le Canada a fait. Donc, pour aller plus en détail, disons, par rapport à cette date-là, je vous dirais, faudrait aller ailleurs ou en monde contemporain. Peut-être qu'il y aurait plus de détails. Donc, après que la guerre soit terminée officiellement, on a, comme à la Première Guerre mondiale, une démobilisation, c'est-à-dire un retour progressif à la vie civile. On a encore une fois des séquelles psychologiques et physiques qui sont non traitées. Mais par contre, d'un autre côté, on a un baby boom, donc une croissance économique qui va commencer. Hein. Donc, et là, c'est le début d'une nouvelle ère qui va se faire sentir. Là. À chaque fois qu'il y a une fin de guerre, il y a comme un high et là, on va voir aussi la production qui va changer, là, la consommation de masse. Durant la Deuxième Guerre mondiale, au Québec, il va y avoir un changement de gouvernement. OK? Donc, à partir de 1939, aller jusqu'à 1944, là, c'est quand même la grande majorité de la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne sera plus Maurice Duplessis qui va mener la charge. Donc, on va l'expliquer, ça va être Adélard Godbout. Alors, si on regarde ça, au niveau du Québec, à partir de 1939, on a des élections provinciales et c'est Duplessis contre Adélard Godbout. Donc, l'Union nationale contre les libéraux. Ça va être une victoire libérale. Donc, M. Godbout, lui, dans le fond, va mettre de l'avant certaines mesures. On est en pleine guerre mondiale. Alors, lui, ce qu'il va faire, premièrement, il va travailler le lien avec le gouvernement fédéral. Ça a toujours été pas facile. Les liens provinciaux fédéraux, là, c'est un enjeu perpétuel. En 1942, on va passer une loi pour permettre l'imposition, c'est-à-dire l'impôt, lors d'une période précise. OK? Donc, la création d'un impôt. Et donc, en retour, le Québec va recevoir des compensations monétaires. En fait, ce qui est intéressant à comprendre ici, c'est que c'est la naissance du deuxième impôt sur le revenu au niveau du Québec, qui existe encore aujourd'hui. Au Québec. Là. Ailleurs, dans les autres provinces, on n'est pas imposé deux fois comme nous, on l'est ici, à la hauteur dont on l'est ici. Donc, c'est ça. Lui, il va créer ça. À partir de là, oui, puis je voulais juste dire l'imposition lors d'une période précise, c'est qu'on est toujours imposé à une certaine période de l'année de façon précise. Là, donc, c'est ça que ça voulait dire. Donc, à partir de 1940 aussi, le fédéral va créer l'assurance chômage. Ça, c'est pas lui, là, mais on est dans une période où le fédéral va créer quelque chose qui ne lui appartient pas à quelque part parce que c'est pas dans une de ses compétences. Ça, c'est particulier. Alors, le chômage, c'est le fédéral qui va le prendre en charge à partir de 1940. Ça, c'est particulier. Même chose, ça va être un autre problème aussi en 1944. Le fédéral va se mêler des allocations familiales. Donc, une autre compétence qui ne lui appartient pas à la base. Hein. Vous savez, en 1867, il y a eu un partage des pouvoirs, des compétences, c'est-à-dire entre le fédéral, donc dans la fédération, entre le fédéral puis le provincial. Mais tout ce qui touche la population, tout ce qui est social, ça touche le provincial. Alors, les politiques de 1940-1944, là, ça crée des tensions avec le Québec, ça. Alors, toujours avec notre gouvernement ici, Adélard Godbout. Donc, lui, il va faire des réformes au Québec. Lui, il va, tout ce qui est au niveau de la démocratisation, de la modernisation, c'est lui qui va voir en 1940 le droit de vote des femmes, qui va être accepté au Québec, enfin, hein, parce que c'est quand même une des dernières provinces. Je pense que c'est même la dernière province à avoir accepté le droit de vote des femmes au niveau du Québec. Ça, je pense qu'on n'est pas obligé de s'en vanter. Ensuite de ça, en 1943, école obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc ça, c'est une politique qui va rentrer aussi au Québec. On va créer le ministère de l'Industrie et du Commerce aussi à cette époque-là. En 1944, on va faire une loi qui s'appelle la loi sur les relations ouvrières, hein, donc pour améliorer les conditions de travail. En 1944, on va nationaliser, ça c'est important, on va en reparler plus tard, mais nationaliser, ça veut dire que le gouvernement va acheter. Il va acheter quoi? Il va acheter la Montreal Light, Heat and Power. C'est l'ancêtre d'Hydro-Québec. Donc, il va acheter cette
compagnie-là, si vous voulez, il va la rendre gouvernementale. Alors, c'est l'ancêtre d'Hydro-Québec qui pointe le nez en 1944. Ce n'est pas encore ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Puis, évidemment, en 1944, bien, ça va être un retour en force après les élections provinciales de l'Union nationale de Duplessis. Donc, un retour en force de ces conservateurs-là et de M. Duplessis jusqu'en 1959. Et ça termine le chapitre 2.